Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Ensemble demain, initié par So&Co, comme d'habitude. Et par ici, c'est toujours Sophia au micro. Je vous épargne à nouveau la bande-annonce. Aujourd'hui, je poursuis l'exploration du thème de la série sur le temps avec une nouvelle invitée, parce que c'est le fun de pouvoir amener d'autres perspectives. Puis avec cet invité, on va s'attarder sur un concept qui pour moi est poétique, puis en même temps qui est essentiel, qui est le concept du temps blanc. Pour en parler, j'accueille Julie. Julie qui est cofondatrice de l'entreprise Deux Saisons, un projet qui réinvente notre manière de vivre, mais aussi de travailler ensemble. Et puis avec Marie-André, Julie, ta partenaire, ben, vous accompagnez des personnes et des organisations à travers le modèle temps blanc que vous avez développé il y a déjà 5 ans. Mais Julie, bah, t'es pas juste une entrepreneur, t'es pas juste en entreprise, mais t'es aussi une femme, une maman, une citoyenne que je vois très engagée. Euh, je te perçois comme sensible, comme passionnée, puis comme aussi déterminée à faire bouger les choses. Donc, je trouve que tu nous aides à faire bouger nos conceptions de qu'est-ce que c'est être et agir ensemble. Puis au travers de cette discussion-là, ben, je veux qu'on aille plonger comme toujours dans l'intime, puis qu'on élargisse vers le collectif. Alors bienvenue Julie. Merci d'avoir créé de l'espace pour échanger. Puis je pense qu'on ressent toutes les deux que ça va être un beau temps blanc entre nous aujourd'hui. Oui. Merci Sophia pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de te lire, de jaser avec toi. On peut dire qu'on est sur la même longueur d'onde là, le plus souvent qu'autrement. Donc, c'est un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Ben merci, merci, merci. Puis ouais, je te rejoins. Je pense qu'on se rejoint dans plein de valeurs. Puis je vais faire comme je fais à chaque fois au départ, donc partir de l'intime de qui tu es. J'ai fait une petite description un peu selon ma perception, mais j'avais envie que tu nous partages, toi, ben, qui tu es en ce moment, aujourd'hui, avec quelle étiquette tu arrives au-delà de l'étiquette professionnelle. C'est qu'est-ce qui a tissé, ce qui fait que en ce moment, tu es là où tu es personnellement et professionnellement. Donc, en gros, qui es-tu, Julie? OK, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne lecture. J'ai aimé ce que tu as dit. Ça a résonné comme étant vrai pour moi quand même, donc pas mal à 100%. C'est toujours agréable de se sentir vue. Donc, merci Sophia. Ouais, je vais te dire qu'est-ce qui me vient, là. J'ai pas nécessairement préparé une réponse avec les étiquettes, mais je pense que je suis quand même, je vais dire qu'est-ce qui vient, OK? Un peu, des fois, les gens me perçoivent un peu atypique, des fois, ils me perçoivent un petit peu électron libre, et dans le sens où là, où je rejoins qu'est-ce que tu as dit, c'est que je me sens quand même être une personne qui perçoit les choses, donc très perceptive, et une des stratégies d'adaptation que j'ai développées, je pense, pour vivre avec cette sensibilité-là et cette perceptibilité-là, c'est la mise en action et le développement de solutions. C'est comme si que pour pas que ce que je percevais comme étant un besoin, un enjeu, un défi, un constat dans la société, dans le monde autour de moi, euh, j'ai été pendant plusieurs années stratège. Donc, tu sais, mon réflexe, je pense que ça a toujours été de développer des stratégies. Stratégies, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire des liens entre des choses qui sont à première vue un peu déconnectées, mais essayer de prendre tout ça ensemble puis de penser à des solutions pour améliorer les choses. L'amélioration des choses, pour moi, c'est comme aussi inné. Mais avec le temps, la stratégie, faire des plans, c'était comme plus suffisant. C'est comme si, à l'âge adulte, j'avais cet élan-là de passer à l'action. Je voulais faire quelque chose avec mes idées. D'ailleurs, j'ai monté une de mes premières actions et c'était pas important là, pour moi à un moment donné que ça soit dans la sphère personnelle, professionnelle, les implications sociales, l'entrepreneuriat social, comme quel moyen ça allait prendre. Pour moi, c'est pas si important, entre guillemets. Dans le sens où le moteur que j'ai à l'intérieur de moi, c'est de faire en sorte que ces idées-là prennent vie et soient testées, voir si ça peut faire une différence. Donc, tu sais, je pense que c'est dur pour moi de me mettre dans une case parce que des fois, ça va être
par un projet d'innovation sociale. Parfois, ça va être par un projet entrepreneurial, comme à travers de saisons. Mais un de mes premiers projets, ça a été la communauté Les Inspirés. Il y a peut-être des gens qui vont écouter, qui vont se rappeler de la communauté Les Inspirés qui a existé pendant à peu près 5 ans, entre 2011, ouais, 2013 peut-être, et 2018. Donc, c'était une communauté de jeunes professionnels et les messages, c'était pas mal ce que j'ai dit tantôt. Donc, je veux faire quelque chose avec mes idées. Je suis un ou une inspirée. Je veux avoir un impact sur le monde. Je veux donner du sens à mon travail. Je veux faire bouger les choses. Je veux construire le monde de demain tel que je le vois dans ma tête et selon mes valeurs, de vivre, mieux vivre ensemble et de construire quelque chose qui est sain, qui est bon pour l'humain, pour l'environnement, pour la société. Et c'était pas dans une optique c'était pas un organisme militant nécessairement pour quelque chose. C'était une diversité de valeurs, de personnes qui avaient juste envie de se mettre en action et des gens qui arrivaient avec leurs projets. Et leurs projets, des fois, c'était des idées, des fois, c'était un projet personnel, des fois, c'était un projet d'entreprise. Et souvent, ces gens-là avaient un emploi à temps plein. Et là, ils voulaient quand même, malgré tout, trouver un autre véhicule pour faire cheminer leurs idées. Fait que, tu sais, c'est pas mal l'étiquette inspirée. C'est pas mal l'étiquette qui me suit depuis cette époque-là, en fait, du moins. Et cette idée-là de passage à l'action, donc, tout ce qui est, je me suis rendu compte avec le temps que c'était ça, l'innovation sociale, c'était ça, le processus d'innovation, de tout ce qui est design thinking, là, tu sais, ça s'enseigne, mais moi, c'est mon modus operandi depuis le jour où j'ai réalisé dans ma vie que ça ne serait pas nécessairement par un emploi X, Y, Z que je pourrais réaliser toutes ces idées-là, j'allais devoir être le véhicule principal pour faire vivre ces idées-là. Donc, ça vient aussi avec l'étiquette multi-passionné, je pense. Je sais pas si vous avez lu le livre Multi, je sais pas si tu l'as lu, Sophia. Non, pas encore, mais il est sur ma liste, justement. Mais, ouais, moi j'ai lu ça, j'ai fait, OK, une autre étiquette qui me colle quand même à la peau. Donc, j'ai réussi à travers mes choix personnels et professionnels à me composer une vie avec différents volets, hein. À l'époque, on disait qu'on était des slashers, parce on n'avait pas juste une description, on avait comme plusieurs descriptions. Là, je suis vraiment encore plus parce que, tu sais, sur Instagram, par exemple, ma description, ma bio, ça dit euh, femme, mère, citoyenne, amie, entrepreneur. Fait que moi, c'est comme ça que je me définis. Je suis d'abord, oui, évidemment, une femme humaine. Je suis une maman de deux grands garçons. C'est le rôle de ma vie, là. Pour moi, c'est mon travail numéro un. C'est toujours ce qui est le plus important. C'est un travail, je suis investie dans ce rôle de mère. Je veux apprendre, je veux essayer des choses, je veux vivre des choses avec mes enfants, avoir une belle relation avec eux, les coacher. Tout ça, c'est ma passion numéro un, je dirais. Parce que le développement des personnes, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Puis, bon, évidemment, je suis la fille de mes parents, je suis la sœur de ma sœur, de mon frère, je suis la conjointe de mon conjoint. Donc, tu sais, les rôles sociaux sont importants aussi pour moi. Je suis une amie. Puis, je résume par amie parce que je trouve que c'est le dénominateur commun, le rôle que je souhaite jouer avec mes proches. Donc, être leur amie, être là pour eux, être là pour les écouter. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter, que c'est naturel, je suis toujours curieuse d'entendre ce que les gens ont à dire. Puis, citoyenne, je suis impliquée dans mon conseil de quartier, dans un organisme à but non lucratif aussi qui s'appelle l'Indice d'humanité. Donc, je suis tombée dans ces implications sociales-là un peu par hasard, mais j'ai trouvé vraiment un vecteur d'épanouissement aussi parce que ça permet vraiment de faire avancer les choses sans être dans une logique d'entrepreneuriat où il faut avoir un retour financier sur l'investissement. On est vraiment dans le développement municipal, dans le développement de la société, dans le développement de projets plus c'est ça, tu sais, qui sont à vocation sociale purement. Et entrepreneur. Donc, il y a 5 ans, j'ai lancé ma propre entreprise et ça a été pour moi un saut dans le vide quand même, peut-être le rôle le plus difficile, le saut le plus difficile à faire, je dirais, Sophia. Puis, je me rappelle que c'est ça, je suivais ce que tu écrivais, tu sais, l'entrepreneuriat, tu sais, ça,
ça a toujours été en moi, mais ça m'a toujours fait un petit peu peur aussi parce que ça vient avec une pression financière. Et j'ai l'impression que dans mon parcours, je me suis rapprochée tranquillement pas vite de ce rôle-là d'entrepreneur. Je l'ai apprivoisé. Puis un jour, j'ai dit, là, c'est là, faut que je le fasse. Il fallait que je l'expérimente. Donc ça, c'est il y a 5 ans. Donc très fière quand même d'avoir passé le cap des 5 ans en affaires et d'avoir développé ce beau modèle qui est le modèle d'affaires de 2 saisons. Et j'ai pas fait ça toute seule. Moi, je suis pas sûre que j'aurais eu le guts de le faire seule. Marie-André et moi, on fait des blagues, là, on dit qu'on est des work wives, dans le sens où on s'est choisis, on s'est quasiment mariés. Tu sais, partir une entreprise ensemble, c'est un partenariat. Il faut que tu trouves la bonne personne. Puis je pense qu'on a trouvé un duo qui est très complémentaire. Fait, ensemble, de saison en saison, on a vraiment bâti notre entreprise selon notre philosophie d'affaires, selon notre philosophie de ce qu'on veut que la culture du travail soit. Parce que c'est ça, la mission de saisons, c'est de faire évoluer la culture du travail vers la santé durable et la saine performance. Donc, vers une approche plus durable, sur tous les fronts, mais entre autres sur le front humain. Donc, tu sais, on parle de prévenir l'épuisement, prévenir les risques psychosociaux au travail. On parle aussi de s'épanouir au travail, trouver de la saine motivation, mieux travailler ensemble pour créer de la valeur ensemble, mieux mesurer cette valeur-là. Hein, ça doit te parler un peu, ça, Pierre. Je pense que c'est un peu le travail que tu fais, toi aussi, avec Sowenco. Donc, mais nous, on le fait avec pas juste des entrepreneurs, beaucoup aussi avec des équipes, des institutions, même on est beaucoup dans les grandes entreprises et dans les ministères, par exemple, ou dans les organisations plus institutionnelles. Donc, plein de beaux défis, mais pour faire cheminer encore là des idées et surtout amener les gens à passer à l'action. Pas juste parler, mais agir. Hmm. Je m'arrête là. Waouh! Et mon Dieu, il y a tellement de choses que tu as partagées que j'ai trouvées belles, puis qui sont entrées en résonance. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, on se ressemble encore plus que je le pensais. Euh, je vais juste nommer quelques affaires que tu as dites puis qui m'ont interpellée. Quand tu parles de ta capacité à percevoir le monde, puis cette sensibilité-là, puis au final, que ton moyen d'aller exprimer, puis pas guérir, mais comme, oui, comme prendre soin de cette partie de toi, c'est d'être dans l'action. C'est drôle parce que je lisais un livre justement sur, pas sur la sensibilité, cette capacité de ressentir, mais sur le sentiment d'imposteur qui vient parfois quand on a cette sensibilité, mais au final qui se désamorce dans l'agir. Fait que je trouvais ça beau, puis dans tout ce que tu as partagé, euh, on sent cette façon d'entreprendre, en fait, cet entreprendre qui est un peu partout dans toutes les sphères de ta vie, puis qui est à chaque fois dans cette logique de prendre soin, d'amener du changement, d'expérimenter des choses ensemble. Puis ça, je trouvais ça beau parce que tu viens de partager, je trouve, à quel point il y a des multiples façons d'entreprendre. Il y a l'entreprise, puis le rôle d'entrepreneur dont tu as parlé, mais il y a ce rôle qui est tellement important pour toi, qui est celui de maman, puis qui vient un peu guider toutes les choses, en fait, celui de support, de soutien, d'amis, comme tu l'as dit. Euh, Puis il y a le côté écoute, en fait, qui a rebondi aussi parce que, tu sais, aujourd'hui, on est là pour parler de temps. Puis dans ce temps-là, en fait, pour apprivoiser le temps, appréhender le temps, il y a ce côté d'écoute. Écouter pour pouvoir soutenir, écouter pour pouvoir agir, écouter en soi, écouter à l'extérieur de soi. Fait que j'ai trouvé ça beau, en fait, tout ce que tu as partagé. Et ouais, j'ai envie de te dire merci, ça m'a fait du bien de t'écouter. C'est ça. Puis, ouais, ouais, puis j'avais envie qu'on plonge justement dans le temps, parce que là, tu as partagé un peu comment tu te perçois, comment tu ressens les choses aussi, et comment est-ce que tu ressens le temps? Tu sais, Mm. avec tout ce que tu vis, en fait, ça a l'air d'être beaucoup de choses. C'est quoi ton rapport au temps, toi? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, c'est ça, c'est drôle, hein, parce que c'est c'est paradoxal parce que je t'ai nommé plein de choses comme si que je faisais 1 million de choses dans ma vie, que j'étais surengagée dans le temps, que j'étais toujours occupée. Mais en fait, au contraire, moi, j'ai besoin de beaucoup de temps de recul pour pouvoir jouer tous ces rôles-là. J'ai besoin de réfléchir avant d'agir. J'ai besoin de voir clair.
Alors, je te dirais que le temps, pour moi, ce qui est le plus important par rapport au temps, c'est l'autonomie face au temps. Et peut-être que l'introduction et la première question que tu m'as posée a mis la table pour cette réponse-ci parce que je raconte souvent l'histoire de 2 saisons en disant que moi, de toute façon, l'idée, elle a peut-être germé à mon premier emploi en sortant de l'université il y a 18 ans, quand j'ai eu mon premier emploi dans mon domaine et j'avais étudié en communication organisationnelle, relations publiques et j'ai travaillé dans un bureau pour la première fois et j'ai dû être là de 8 à 5, 8 à 4, ça fait plus d'horaire. Et je trouvais ça insoutenable de devoir être là en présence toute la journée, peu importe ce que j'avais à faire ou pas. En fait, peu importe si j'avais de la job pour 8 heures ou si j'avais de la job pour 4 heures ou si j'étais en attente d'une réponse de quelqu'un pour pouvoir continuer mon travail. Et rapidement, là, sur l'heure du dîner, puis j'avais comme 1h30 de dîner, puis j'avais pas le choix de le prendre. Fait que je partais marcher, puis je m'arrêtais dans un café. Puis là, je faisais des plans de comment je pourrais reprendre possession de mon espace, de mon temps d'abord, puis de mes priorités. Parce qu'en fait, je me trouvais freinée par ce cadre-là. Parce que je devais mettre tout mon temps dans ce rôle-là, alors que moi, je voulais explorer d'autres rôles aussi. Puis évidemment, j'avais 23 ans, là, fait que j'avais pas d'enfant, j'avais pas d'autres choses, mais je sentais déjà en moi ce désir-là d'entreprendre une certaine variété de choses. Et je me suis mise à identifier l'entrepreneuriat comme étant un chemin possible pour me libérer de ce cadre-là et faire en sorte d'avoir plus d'autonomie. Et après ça a été une quête de au moins 10 ans. Ouais, 10 ans, disons, pour trouver comment le courage d'entreprendre une vraie entreprise et de supporter financièrement ma vie avec ça, ou aussi le courage de me faire confiance. Quand tu disais le sentiment d'imposteur tantôt, mon Dieu, je me suis tellement reconnue parce que quand on est autant multipassionné puis qu'on voit des choses, des solutions un peu partout, mais que c'est pas nécessairement toujours dans notre domaine d'expertise principale, ça fait en sorte que des fois, on se demande si on a la légitimité de la partager, cette solution-là, cette idée-là. Puis moi, c'est en le nommant, puis en brainstormant, puis en prenant la posture de la stratège qui a toujours des idées, puis qui peut partager des solutions, que j'ai réussi à libérer ma parole, si on veut, puis de partager ça, puis de faire avancer des projets. Euh, donc, tu sais, c'est ça, je sentais le besoin d'aller là, mais fait que rapidement, après ce premier emploi-là, j'ai commencé à essayer de me rapprocher. J'allais travailler avec des entrepreneurs à la Fondation de l'entrepreneurship. C'est en com encore, mais tu sais, je voulais me rapprocher de cette réalité-là. Après ça, j'ai parti ma première entreprise. J'ai travaillé à mon compte un petit peu. J'ai parti mon blog. Après ça, je suis allée travailler en start-up. Après ça, je suis allée... Bon, fait que c'est tout le temps une façon d'essayer de me rapprocher d'une autonomie de mon temps. Et déjà, j'avais cette idée-là de, voyons, ça n'a pas de bon sens comment on travaille. Ça n'a pas de bon sens cette idée-là de travailler à l'heure. Ça n'a pas de bon sens de ne pas mesurer le résultat et la valeur qui a été créée, mais plutôt mesurer le nombre d'heures travaillées. Pour moi, ça, c'était le point de départ du non-sens qui m'a amené à créer de saison 10 ans plus tard. Mais, Hmm. Ouais, ton point de bascule, en fait. ouais, absolument. Puis c'était quelque chose, là, j'étais convaincue que c'était pas la meilleure façon de travailler. Convaincue, convaincue. Alors, cette autonomie-là face au temps, pour moi, le temps, c'est une richesse aussi, pour revenir à ta question. Tu sais, c'est avoir une autonomie sur notre temps, c'est peut-être la plus grande richesse. Tu sais. Euh, ensuite, je te dirais que même quand c'est ça, je suis allée travailler dans un start-up RH, puis déjà cette idée-là des nouvelles générations qui voulaient travailler autrement, reprendre possession de leur temps, ça faisait partie déjà des messages. Puis aujourd'hui, avec le modèle temps blanc qu'on a développé, c'est essentiellement le problème principal auquel ça répond. Mhm. C'est un outil, une façon pour que les gens dans les entreprises puissent reprendre possession de leur temps et diversifier leur utilisation de leur temps, autant leur temps de travail que leur temps personnel, en étant intentionnels avec leur temps et en utilisant leur temps en cohérence avec leurs besoins. Je peux résumer ça comme ça. Donc, pour moi, le temps, c'est un outil pour répondre à mes besoins. Donc, je dois pouvoir le gérer un peu. Tu sais, on pourrait dire la même chose de l'argent, là. Plein de monde qui disent l'argent, c'est un outil pour répondre à tes besoins.
L'argent, c'est un outil pour créer des projets, pour investir, pour être créatif, pour amener des changements. Tu peux donner de l'argent à des fondations, tu peux faire avancer les choses avec de l'argent. Mais pour moi, l'outil principal, c'est le temps. Puis évidemment, quand on s'entend, là, toutes les personnes riches qui n'ont pas besoin de travailler, ils investissent leur temps maintenant parce qu'ils n'ont pas de soucis. Mais moi, on dirait que je suis naturellement dans cette posture de comment j'organise mon temps pour être capable de répondre aux besoins auxquels je souhaite répondre, autant les miens, ceux de mes enfants, ceux de la société. Hmm. Ah, c'est intéressant. T'es la première personne qui me parle du temps avec cette perspective-là de l'autonomie face au temps, en fait, de se redonner la permission de le vivre à notre façon, au final. Puis, tu sais, quand tu le partages aussi, c'est intéressant l'élément où tu nommes un peu dans ton histoire à toi, puis les points de bascule, comme, tu sais, les moments, le 1h30 que tu avais, puis que tu étais obligé de prendre, ben, ça a été un espace, un temps, qui Oui, est un temps de recul. Fait que j'aime ça. j'adorais. Ouais, J'adorais ça, ces temps-là, c'était bon, c'était du temps blanc dans ouais. une Oui, certaine au façon. final, c'est du temps blanc, puis il y a beaucoup de préjugés face au temps, puis à prendre le temps et tout ça, mais j'aime ça parce que tu nous amènes à quel point, toi, ces temps de recul-là, donc que tu as eu 10 ans avant de créer 2 saisons, t'ont permis à un moment donné de faire tranquillement, au travers cet espace que tu te réapproprié, ce temps-là, ben, un projet qui vient répondre à un réel besoin, parce c'est ça l'affaire avec le temps, puis je voulais en parler dans cette série-là parce que le temps, ben, on l'a tous en commun, ce temps-là. Mais c'est ce qu'on en fait, puis comment on le vit, comment on le ressent, qui fait la différence d'une personne à l'autre, d'une personne privilégiée à une personne qui n'est pas privilégiée. Tu sais, on remarque même qu'au niveau des privilèges, les personnes les moins privilégiées sont celles qui ont le moins accès au temps. Donc, il y a comme un privilège dans le temps. Et j'avais envie de savoir aussi, c'est pour prolonger l'élément temps. Comment tu le ressens maintenant, le temps qui passe? Est-ce que tu as l'impression qu'il passe plus vite, qu'il passe plus lentement? C'est le fait de retrouver de l'autonomie, ça a créé quoi à l'intérieur comme ressenti? Mais en fait, je dois dire que je vais répondre à ta question. Mais avant, je vais dire le temps blanc dont tu parles, avoir du temps de recul pour réfléchir, trouver des solutions. Pour moi, c'est viscéral, ce temps-là. J'en ai toujours eu besoin. Puis, en fait, peut-être que ça vient même de mon enfance parce que quand j'étais enfant, j'étais pas toujours occupée. Tu sais, on parle souvent de ça, les enfants sont-ils trop occupés? Moi, je vais faire le recul, là, moi, je vais y arriver, mais je vivais dans un village. J'étais un petit peu en marge de la ville, c'est comme 15 minutes de la ville, là, mettons, où est-ce qu'il y avait de l'action. Puis, fait que j'en ai eu du temps, là, chez nous, là, à coucher sur mon lit, fait comme peut-être tous les enfants des années 80-90, là, à écouter de la musique, puis à regarder le plafond, puis à rêvasser. Et j'aimais ça. J'aimais ça, rêvasser. J'aimais ça, imaginer mon futur, imaginer des scénarios. Tu sais, j'étais ce genre d'enfant-là, d'adolescente-là. Et ça a resté. J'en ai toujours eu besoin de ce temps de recul. Je me rappelle que même à l'université, j'étais trop dans le jus, là. J'avais besoin d'aller prendre 1 heure pour aller, bon, j'allais magasiner, disons, mais ça me donnait du recul, pareil. Tu sais, j'achetais pas nécessairement, c'était juste du temps de recul pour être avec moi-même, reconnecter à moi, reconnecter à mes goûts, mes désirs, qu'est-ce qui me fait sentir vivante, ma créativité. Si j'étais trop dans exécuter, 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 naturellement, mon corps m'amenait à vouloir prendre du recul, puis je l'ai toujours écouté. Hmm. Puis, fait que ce temps-là, j'en ai toujours eu besoin. Je pense que le temps n'est pas toujours égal. Tu sais, on a différents temps, différents types de façons d'utiliser notre temps, mais ce temps long, là, le temps blanc, où est-ce que c'est vide, en guillemets, mais c'est plein, c'est riche de notre monde intérieur, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, de cette perceptibilité-là du monde aussi. Donc, j'en ai toujours eu besoin. Et c'est justement le point de bascule, c'est parce que là, j'en avais comme plus assez, puis j'avais plus la latitude, comme quand j'étais à l'université, de gérer mon temps. Là, je devais absolument être, ça a été vraiment très, très dur à accepter. Puis même que je me rappelle de m'être dit, je veux jamais l'accepter. Je veux jamais être de ceux et de celles qui finissent par juste
aller travailler, retourner chez eux, faire la routine, retourner travailler, puis avoir jamais de ce temps de liberté-là personnelle pour juste se sentir vivant, là. Juste se sentir en vie. Moi, j'en avais besoin. Puis ça passait aussi, entre autres, par faire de l'exercice, reconnecter à son corps, là, tu sais, bouger, les sensations que ça nous donne, la nature, reconnecter avec la nature. Donc, pour moi, le meilleur temps qu'on peut pas avoir, c'est ce temps-là de qualité. Je pense même que c'est, je sais pas, il y a un autre concept qui s'entrecroise, c'est les langages de l'amour, là, le temps de qualité. C'est un des types de langages de l'amour dans les relations. Pour moi, c'est clair, c'est vraiment, ça me colle à la peau. Donc, ce temps-là de qualité, c'est ce que les gens se plaignent le plus de plus avoir aujourd'hui, là, ce temps-là. Et tu sais, on dirait que moi, j'étais la rebelle qui a toujours dit, non, moi, c'est tellement important pour moi, ce temps-là, j'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour continuer à avancer. Pour donner le meilleur de moi-même au travail ou dans mes projets, j'ai besoin de ça. Donc, ça, c'est pour moi que si tu me dis le temps, c'est c'est comme je pense beaucoup à ce type de temps blanc-là. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on a lancé de saison parce que quand j'étais au travail, puis avec des postes qui demandaient de plus en plus de responsabilités, puis de plus en plus de projets et d'idées, à un moment donné, je disais, ça prend ce temps blanc-là de recul. On en a tous besoin. Mais c'est pas juste les stratèges qui ont besoin de temps de recul, c'est tout le monde. Je voulais l'amener à grande échelle, mais il y avait beaucoup de résistance à ce moment-là sur le fait que ben, tu dois être productif pour avoir du temps libre. Alors que moi, c'est l'inverse que je dis. Faut avoir du temps libre pour être productif dans le reste du temps. Faut avoir du temps de recul, se ressourcer, récupérer. Je disais, j'ai toujours un peu dit ça finalement. Puis, fait que l'expérience du temps, pour moi, c'était ça. J'avais besoin de temps euh, pour ça, mais quand j'ai eu des enfants, ah ben là, j'avais besoin de temps pour du temps de quantité avec mes enfants. Je voulais du temps de quantité, pas juste du temps de qualité. Je voulais être là avec eux, vivre les choses avec eux, être témoin, mais aussi les accompagner. Je voulais pas manquer une seule seconde du temps avec mes enfants. Alors, les congés parentaux, tu sais, tout ça, OK. Mais après ça, quand tu retournes au travail, ça ressemble à quoi ton emploi du temps? Ça ressemble à quoi la quantité de temps que tu mets au travail versus le temps que tu as avec tes enfants? Fait que c'est vraiment après mon deuxième congé maternité, quand je suis retournée au travail, là, j'avais maintenant deux enfants. J'avais aussi envie d'avoir encore mon temps blanc de reconnexion avec moi-même qui me permet de me ressourcer. Puis je voulais du temps de quantité avec mes enfants, donc j'avais moins de temps pour travailler. Je travaillais 4 jours à ce moment-là, j'avais un horaire de 4 jours. Mais je voulais aller plus loin dans l'autonomie du temps. Je voulais aller dans un mode où j'aurais vraiment pleinement le contrôle sur mon temps pour dire, OK, aujourd'hui, je m'occupe de ça, de ça, de ça, de ça, puis ça peut venir de plusieurs sphères, mais ça va être là. Puis je vais faire avancer ce qui doit être avancé, puis je vais être engagée, puis je vais créer de la valeur dans toutes ces zones-là. Mais je vais y aller d'une façon petit pas par petit pas, mais c'est plutôt que gros bloc de temps, gros bloc de grosse journée complète sur quelque chose. Avec le temps, depuis, je trouve que le temps passe plus vite. Pour répondre à ta question, et j'ai cherché pourquoi et j'ai trouvé pourquoi. Je sais pas si tu connais la réponse, Sophia. En fait, il paraît que le temps passe de plus en plus vite en vieillissant parce qu'on vit moins de choses nouvelles. Savais-tu ça? Ouais, As-tu vu ça passer? j'ai vu ça passer. Ah, Et j'ai vu passer ouais, autre chose qui dit que on a l'impression que ça passe plus vite parce que nos sociétés s'accélèrent aussi et vont plus vite. Donc, il y a la perception absolument. collective du temps. Fait quoi, j'aime ça aussi que tu apportes cet élément-là. Oui, il y a moins de Ben, monde. individuellement, en vieillissant, tu sais, les personnes âgées, par exemple, vont dire, ah, ça passe vite. Puis, tu sais, on le dit, mon Dieu, la journée est déjà finie, là. Je suis déjà rendue à fermer la lumière dans ma, tu sais, puis me coucher. Puis, ah, mais, tu sais, ça passe de plus en plus vite, mais c'est parce qu'aussi, moi, je l'explique, tu sais, un peu comme ça, avec mes enfants, ils sont rendus à 8 et 11 ans. Donc, depuis 8 et 11 ans, je suis quand même sur une routine familiale qui se ressemble. Les journées, on fait beaucoup de gestes automatiques. Et ce qui crée des nouveaux souvenirs dans notre tête ou qui fait ralentir le temps, c'est les événements nouveaux. Donc, tu sais, on le sait, on se rappelle de nos vacances, de nos voyages, on se rappelle des événements un peu extraordinaires parce que eux, ils viennent s'imprégner dans notre mémoire. Puis là, ça fait en sorte qu'on est plus capable de distinguer les années. Ah oui, cette année-là, on était allé là. Cette autre année-là, on est allé là. Puis on se rappelle nos années en se rappelant les événements extraordinaires.
Parce que si on pense à notre routine du dodo de nos enfants, je veux dire, à un moment donné, ça se mélange. Comment il a pu se passer 8 ans de cette même routine? Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans, mais c'est plus une question de est-ce que le temps passe vite ou pas? C'est pas une plainte nécessairement, mais tu sais, c'est comme un constat que les années s'accumulent, puis on le voit pas nécessairement passer. C'est pour ça que des fois, on se sent plus jeune qu'on l'est vraiment. Mais, bon. Mais sinon, oui, avec la technologie, tout va plus vite, puis ça, c'est plus, c'est pas au niveau nécessairement du temps, c'est plus au niveau de de notre charge, de notre l'attention fragmentée. Ce qu'on a en tête, et plus on a plus de choses en tête, on doit l'exécuter plus rapidement pour exécuter d'autres choses. Fait que là, on est comme déconnecté du monde extérieur, on est juste dans notre tête. Donc, Ouais. c'est sûr que là, il y a comme un décalage entre le temps qui passe puis ce qu'on a à faire, par exemple, ce qui nous préoccupe. Oui, puis Pardon. tu sais, le temps comme on aurait besoin de le vivre, puis le temps comme il est supposé être vécu, puis tu sais, j'irais même plus loin que la technologie, ça exacerbe, là, mais même, même tous les objets qui ont été construits pour aller plus vite, tu sais, les trains à grande vitesse, et on veut toujours, toujours aller plus vite, fait qu'inévitablement, on a aussi ce sentiment que tout va vite, que tout doit aller vite. Mais, Mais tu mais vois, moi, ce que tu dis là, la phrase, celle que tu l'as formulée, le temps, le rythme auquel on voudrait aller, que, je sais pas comment tu l'as dit, comme, comment le temps, on aurait besoin qu'il se passe et comment on s'attend de nous, là. C'est ouais. ça, là, c'est ça, moi aussi, là, qui me motive à garder mon autonomie parce que moi, j'ai pas envie que tout s'accélère. Hmm. Tu sais, si je suis mon rythme, tu sais, c'est un exercice qu'on fait, ça, avec la communauté de saison sur reprendre contact avec son rythme naturel. Le rythme naturel des choses. Est-ce que tout est obligé d'aller vite? Tu sais, on le sait, là, c'est la productivité, le capitalisme, le monde économique, du travail, des affaires qui fait qu'il faut que ça aille vite. Tu sais, c'est pas inné en nous, les humains, de vouloir que ça aille vite, là. On est conditionné à vouloir que ça aille vite. Parce Mhm. que dans la nature, ça va pas si vite que ça tout le temps. Oui, il y a des choses qui vont vite, qui changent vite. C'est imprévisible. Mais le rythme, tu sais, quand on va regarder une rivière, tu sais, puis on va regarder le lac, les nuages, c'est pas si rapide, là. Ça fait du bien à l'humain de se reconnecter au rythme de la nature parce qu'on appartient à la nature. On n'appartient pas à à ce monde construit, là, tu sais, de productivité. C'est une construction. Fait que Ouais. C'est un moi, je rythme. pense que, mais sincèrement, pour moi, l'idée de prendre, tu sais, comme tu disais, le déplacement à haute vitesse, ben moi, j'aime ça, les road trips. J'aime ça, l'entre-deux. J'aime ça, le fait que on ait du temps blanc pour réfléchir, pour reconnecter, pour jaser, pour élargir nos horizons, puis sortir de notre esprit qui exécute tout le temps les choses. On en a besoin. Puis si on coupe toujours dans ces temps-là, ben on coupe toujours dans l'utilisation de cette intelligence-là qu'on a. On ne va on va plus puiser dedans si on est toujours en train d'exécuter. Mais là, on est en train de se faire rattraper parce que l'humain qui fait qu'exécuter, c'est comme une machine, mais on n'est pas une machine, on a bien plus à offrir que ça. Sauf que si on s'est robotisé, en guillemets, parce que là, il faut juste faire, 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 là, on a l'intelligence artificielle qui arrive et qui peut aller encore plus vite que nous, plus rapidement, aller puiser plus d'informations que nous, puis nous pondre quelque chose plus vite. Euh, J'écrivais là-dessus justement dans l'éditorial là, de notre infolette vendredi dernier, puis je trouve que ça nous pousse à la réflexion, ça, de dire, OK, on pourra, déjà qu'on pouvait pas se battre avec la machine parce que les humains, on a besoin de récupérer, on a besoin d'une diversité d'expériences. Ben, en plus, si la machine est boostée, ou je sais pas combien de volts, ben, c'est sûr et certain que là, si on essaie de compétitionner avec ça ou même de l'utiliser pour aller plus vite, puis tout ça, je pense qu'on fait fausse route. Moi, je pense que il faut revenir à notre humanité, puis se dire, OK, qu'est-ce que j'ai moi que je peux apporter, qu'est-ce qu'on a comme humain qu'on peut apporter, puis c'est vraiment tout ce qui est dans la relation, hein, c'est ce que disent les experts, c'est tout ce qui est empathie, tout ce qui est discernement, tout ce qui est humain, relation humaine, c'est pas un robot qui va offrir la chaleur humaine à un autre humain, là. Donc, il faut revenir, les humains, à ces compétences-là, faut les développer, mais ça demande aussi du temps, donc il faut passer d'un mode du temps productif
à exécuter, à cocher des cases, puis à penser qu'après ça, on va se sentir bien, à un mode où on va plutôt prendre du recul, euh, essayer de comprendre, réfléchir à des solutions, imaginer des solutions, discuter ensemble à trouver, à les faire émerger ces solutions-là, puis les mettre en pratique, les tester, voir si ça change quelque chose, ça change pas quelque chose, on s'ajuste. C'est un autre mode de fonctionnement là, que celui que la majorité des humains a appris, mais c'est un mode de fonctionnement où on peut beaucoup plus s'épanouir comme humain, puis nécessairement, le temps ralentit un peu dans ce mode de fonctionnement-là. Tu sais, on arrête de juste presser le citron du temps, puis on revient à être dans le moment présent un petit peu plus. Bref, c'est peut-être un peu mon utopie, mais c'est un peu ma théorie en même temps, que c'est vers là qu'on doit aller. Ben, on partage cette utopie hein, parce que justement, c'est drôle parce que les gens, parfois, ou les organisations vont avoir du mal à prendre le temps parce que ça serait un temps perdu. Mais en fait, avec tout ce qu'on est en train de partager, c'est un temps qu'on retrouve en fait. C'est un temps qui est plein d'imagination, de la productivité qu'on cherche tant, de la créativité. Puis quand on parle de imagination, créativité, disponibilité, attention à soi, retour au corps, ben on parle aussi de cette capacité d'agir, ce pouvoir d'agir comme que ce soit dans nos familles, dans nos communautés, dans nos entreprises, dans nos sociétés qui se retrouvent. Puis même, ça change les valeurs de place. Et si on en revient à notre propre histoire, c'est la nôtre, dans nos priorités, ça a été beaucoup justement cet élément-là, ce rôle de nourrir, de soutenir la famille, de vivre cette vie familiale. Mais ça change les valeurs de place quand on prend ce temps-là. Mettons à ce niveau-là, on n'est plus dans la valeur travail, on est dans la valeur famille qui passe au-dessus de la valeur travail. Fait qu'il y a comme je trouve qu'il y a comme une possibilité de changer un peu à notre façon les valeurs de société, puis ce temps de recul-là, en fait, euh, dans le fond, il est pour moi, en tout cas dans mon utopie, absolument essentiel pour aller justement ramener une autre histoire, un autre récit, puis amener d'autres solutions, d'autres expérimentations. Fait que ouais, ouais. Ben, en fait, ce temps de recul, euh, c'est comme un peu l'œuf ou la poule, parce que les gens se plaignent qu'ils manquent de temps. Donc, du temps pour eux, la plupart du temps, quand tu dis quel genre de temps tu manques, du temps pour tout faire. Pourquoi? Parce que je voudrais avoir du temps pour moi un peu plus, du temps pour prendre soin de moi, du temps pour prendre soin de mes proches. Donc, on manque de temps, mais on se donne pas la permission de prendre du temps de recul. On se culpabilise à prendre ce temps-là parce qu'on a l'impression que c'est du temps perdu, là, tu viens de le dire, mais euh, on est dans un mode transactionnel avec notre temps. On l'échange, c'est comme je disais tantôt, le parallèle avec l'argent. Quand Ben, on a l'argent, on peut l'investir, on peut être dans une logique d'investissement de temps pour être en cohérence avec nos valeurs. C'est la même chose avec notre temps. On peut décider de investir notre temps là où c'est cohérent avec nos valeurs. Mais la plupart du temps, on est pris dans une logique où on est dans une transaction entre du temps et de l'argent. mhm. On est dans une transaction de j'ai pas le choix, j'ai vendu mon temps. Je veux pas être trop défaitiste, mais quand je Ouais. trouve que les organisations, en fait, c'est ce que j'essaie de faire bouger. Je trouve que les organisations sont beaucoup trop encore dans cette logique de transaction. Pour moi, s'il y a quelque chose à faire tomber, c'est ça. C'est que les entreprises devraient plutôt être des communautés où les gens s'engagent envers des projets communs. Et chacun utilise ses forces, ses idées pour contribuer à ces projets communs-là. Puis même que, tu sais, dans les entreprises libérées, là, qui sont comme il y a plus de l'expertise et plus la propriété de quelqu'un en particulier. Oui, tu peux avoir chacun ses forces, son expertise, on va aller se consulter, mais on n'est pas en silo. Il y a pas, on peut avoir des projets, des responsabilités, mais on n'est pas dans un, ah ben ça, c'est pas dans ma description de tâche, ou ça, c'est pas moi. Tu sais, tout le monde peut mettre la main à la pâte, comme dans un village, là, où est-ce qu'on a quelque chose à construire, puis que tout le monde met la main à la pâte pour construire. Mais là, il faut que le projet commun ait du sens. Il faut que le projet commun soit utile, pas juste à enrichir les propriétaires, mais soit utile à tous, donc qu'il y ait des retombées économiques, sociales, euh, même pour les individus, que ça soit gagnant, gagnant, gagnant.
faut que tout le monde y gagne à ce projet-là, sinon c'est sûr qu'on n'a pas le goût de s'investir. Mhm. Fait que c'est un peu le problème, c'est un peu le problème là, de la culture du travail là, que je trouve qu'il faut adresser. Puis je trouve qu'il y a une façon de régler bien des problèmes avec pas beaucoup de solutions. On n'est pas obligé d'avoir une solution pour chaque mini problème, parce que si on croise tout ça ensemble, on peut aller à la source puis venir régler certains enjeux quand même assez facilement. Ouais, aller aux Euh, racines, en fait, de ce qui se passe. Oui, ben, tu sais, je vais prendre ta métaphore. Quel genre de fleurs, de végétaux on est en train d'arroser au travail, là? On est en train d'arroser quelque chose qui va donner des fruits à tout le monde? Parce que là, tout le monde va avoir le goût de participer, mais si c'est juste comme, ben, vous m'arrosez mon affaire, puis moi, je vais ramasser ça, puis vous autres, retournez chez vous, je vais vous en donner deux, trois. Puis, ben, c'est sûr que là, c'est moins engageant. Fait que, en ce moment, on est loin d'avoir réglé ça, mais je pense qu'on commence à s'éveiller à cette idée-là de, par exemple, un gestionnaire ou un chef d'entreprise ou peu importe qui voudrait mobiliser son équipe autour du projet organisationnel. Donc, qui voudrait que les gens soient plus productifs, qui créent plus de valeur, qui soient plus engagés, moins désengagés, justement, tu sais, l'employé de rêve, là, qui arrive au travail puis qui a le goût de, tu sais, de participer au projet du patron. Ben, c'est pas en lui mettant des heures obligatoires, puis euh, en faisant des menaces de si tu fais pas toutes tes heures, je vais te couper, puis tata. C'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ça, c'est comme des placards autour du problème de base que les organisations sont pas assez pensées de façon à redonner à tous. Donc, tout le volet responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est quand on va s'attaquer à ça, avoir des projets organisationnels qui sont gagnants pour tous, ça va être facile d'avoir des gens qui ont envie de travailler pour cette entreprise-là, puis qui ont le goût d'y mettre tout leur cœur, toutes leurs compétences, toutes leurs connaissances, en autant qu'on leur demande pas de donner tout le temps de leur vie active à ce projet-là, parce qu'ils ont d'autres projets. Là, on embarque dans le volet conciliation, travail, famille, vie personnelle, mais les gens, si on veut que ce soit des citoyens engagés, qui fassent du bénévolat, qui aient une communauté, qui soit en santé psychologique, santé physique, que les enfants soient en santé, qu'il n'y ait pas de problème de comportement, qu'il n'y ait pas d'enjeu de dépendance, de violence, de tout ça, ben, il faut redonner du temps aux gens pour qu'ils puissent investir leur temps dans ces autres structures-là de leur vie, dans leurs autres sphères. Parce que là, la transaction avec leur employeur fait en sorte qu'ils donnent tout leur petit jus, leur petit change, toute leur énergie à un projet organisationnel qui n'est pas nécessairement motivant. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de le faire, sinon il n'y aura pas leur paye. Et Mhm. là, après ça, ils retournent chez eux à moitié morts, puis ils n'ont plus d'énergie, plus de temps pour s'investir dans ce qui leur tient vraiment à cœur. C'est sûr qu'à un moment donné, ce conflit de valeurs-là amène à un épuisement qui fait que les gens se remettent en question, puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que je veux du sens, je veux un équilibre, je veux de la santé. Je suis plus capable de tout donner à quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. C'est ça l'humain. L'humain est fait comme ça. Fait que quand on comprend l'humain puis qu'on travaille avec ce que l'humain est, on est capable de créer des projets qui sont respectueux du temps de chacun puis des besoins en fait de chacun aussi. Donc, tu sais, le temps passe vite. Mais quand le temps passe vite, mais qu'on on l'a vécu en cohérence avec nos valeurs, ça n'a pas le même goût amer que quand le temps passe vite et on n'a pas vécu ce qu'on aurait voulu vivre dans ces minutes, dans ces heures-là. Moi, c'était tellement flagrant que c'est pour ça que je suis partie en affaires que j'ai décidé de reprendre complètement possession. Euh, et le temps blanc, ben, on a identifié 8 types de temps blanc chez De Saison. On aurait pu en avoir 12, 13, 14. On s'est limité à 8 pour commencer. 4 plus pour le bien-être de chacun, le bien personnel, les besoins individuels, se nourrir avant d'aller nourrir son emploi, par exemple. Et 4 plus en lien avec l'organisation du travail. Donc, 4 types de temps blanc qui permettent de travailler mieux ensemble et donc de mieux protéger notre temps de travail pour bien l'utiliser, créer de la valeur dans celui-ci,
et donc protéger notre temps blanc personnel, nos quatre autres types dont on a besoin individuellement. D'abord, éviter les débordements, là. Juste éviter que et nos journées débordent sur nos soirées, nos fins de semaine. Déjà un premier pas pour remettre des balises autour de cette relation-là au temps de travail, oserais-je dire. Et donc, travailler mieux, ça veut dire voir combien de temps on passe à communiquer, combien de temps on passe à communiquer de façon peu efficace. Comment on pourrait gérer ça, ce temps de communication-là, pour le baliser d'une façon efficace entre nous? C'est un autre mythe, ça, dire être disponible, c'est être professionnel, là. Être là toujours, puis être toujours prêt à répondre, toujours prêt à répondre au courriel, toujours prêt à prendre l'appel. C'est la définition même du professionnalisme, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que On répond à rien. si on se laisse envahir par ça, on travaille plus. Comment? Et on répond à rien, J'ai pas entendu. à vouloir répondre à tout, on répond Ah à ouais. rien. Ouais. Ben, c'est ça, c'est qu'on a l'impression de travailler parce qu'on a parlé avec plein de monde, on a eu plein de réunions, plein d'appels, puis ça va au-delà de l'hyperconnectivité, là, du fait qu'on est toujours sur notre téléphone, puis qu'on n'est pas capable de s'en parler. Ça s'inclut là-dedans, mais c'est aussi toute la communication au travail. On ne fait que communiquer, mais souvent, on va juste passer des plats, tu sais, on se passe des plats, mais il y a quelqu'un qui va le déposer à un moment donné, que quelqu'un s'en occupe? Non, tu sais, ça reste toujours un peu dans les airs. Donc, ce volet-là, communication est très important. Le volet imprévu aussi est important parce que trop souvent, les journées vont être tellement remplies que les semaines vont être tellement remplies que dès qu'il y a un imprévu, tout prend le bord. Donc, on a l'impression de ne plus avoir le contrôle sur notre temps. Dès qu'on a mis le pied au bureau, là, au travail le lundi matin, parce que là, tout d'un coup, tout a changé. Même si je m'étais mis du temps pour travailler là-dessus, oh, là, on m'a booké par-dessus. Là, fait, c'est pas le contrôle sur le temps, puis pas nécessairement d'efficacité là-dedans non plus. Le temps de, ben justement, remettre à l'agenda du temps plus stratégique pour réfléchir, planifier. Hey, du temps pour planifier, là, il y a 5 ans, les gens en avaient encore. Mais depuis la pandémie, les gens en ont plus. Plus le temps même pas de se faire une to-do list presque. Tu sais, ils se font une to-do, mais elle est toujours comme, c'est comme si c'est en cours de route. Il n'y a pas de temps pour juste dire, bon, c'est quoi les besoins? C'est quoi les moyens que je vais prendre? Quand est-ce que je vais le faire? Comment on s'organise? Toujours un peu sur le fly. Puis le temps de réflexion, tu sais, finalement, aussi le temps pour prendre le temps d'analyser vraiment une situation. Puis même le temps de travail, le temps de travail à proprement dit, le temps de travail de comme concentré, là, sans distraction. Où est-ce que je peux prendre le temps de réviser un rapport, de l'annoter, de me préparer pour une prochaine rencontre? C'est disparu dans les organisations. Les gens se passent d'une rencontre à l'autre. Donc, je vous ai envoyé le rapport, l'avez-vous lu? Oui, 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 ouais. OK, on va le lire en même temps. Fait que là, tu sais, tout se fait de façon spontanée. Les gens n'ont pas pris le temps de réfléchir. Donc là, ça fait aussi, encore une fois, voyons, j'ai pas l'impression d'être allée au bout de ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu prendre le temps de lire. J'aurais voulu prendre le temps de la noter. J'aurais voulu avoir le temps d'avoir des idées puis les apporter à la réunion. Mais là, si tout se fait sur le fly, puis OK, on est reparti, puis finalement, est-ce qu'on a vraiment avancé dans notre réunion ou on s'est juste dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour la prochaine fois? Puis est-ce qu'on va avoir le temps de le faire? Parce qu'est-ce qu'on va le mettre à l'agenda? Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce temps-là, souvent de travail, où on produit quelque chose avec notre intelligence, ça se passe le soir, la fin de semaine, dans un petit temps où est-ce qu'il n'y a personne pour me déranger. Donc, ça contribue à venir gober le reste du temps aussi, de notre vie personnelle, puis le temps qu'on aurait pour nous, puis pour les autres rôles, puis les autres projets qu'on voudrait avoir. Bref. C'est un peu Ouais, ça la dynamique, tu sais, autant de mon point de vue, comment moi je l'ai vécu, et comment je me suis rendu compte avec le temps que je n'étais pas la seule à le vivre comme ça, puis que c'était même quelque chose qui était tabou, qui était non dit, qui était comme un peu une plainte continuelle, mais difficile de dire je suis fatiguée, j'ai plus de temps, j'ai pas de temps pour moi, ça roule, ça va vite, on est dans le jus. Tu sais, ces mots-là qu'on entend, puis qu'on n'entend plus, parce que ça devient juste une norme. ouais. Ben, c'est ça, je pense. Ça a beaucoup à voir finalement avec notre façon de gérer le temps de façon proactive ou non. Oui, puis les différentes catégories de temps qui, au final, quand tu prêtes une attention, puis quand tu prends un recul là-dessus, ben, ça vient être interrelié. Tu sais, tu l'as nommé un peu plus tôt avant de parler des différents, finalement, des différents temps blancs qu'il y a. Mais tu sais, tu parlais de, ben, s'il y a comme
une relation au temps au niveau du travail qui est revisitée, ben, forcément, il y a du temps qui se libère pour la famille, il y a du temps qui se libère pour être citoyen. Puis j'irais même vraiment plus large. Je veux dire, on veut être en démocratie, il faut qu'on garde notre agir citoyen. Pour garder notre agir citoyen, le travail ne peut pas prendre toute la place. Mais c'est intéressant, mais est-ce que, puis là, je sais dans notre temps, on arrive bientôt à la fin, mais est-ce que concrètement, là, quand vous arrivez dans une équipe, comment vous sentez le changement? C'est quoi les changements que vous sentez qui se produisent, que vous pouvez percevoir, tu sais, mettons, sur un accompagnement plus long? Qu'est-ce que vous voyez émerger quand vous mettez ça en place? Mm. Ben, en fait, je vais être transparente avec toi. La plupart du temps, notre intervention initiale, dans les 5 dernières années, était d'1 heure à 3 heures. 1 heure pour une conférence sensibilisation, 3 heures pour un atelier plus pratique un petit peu, mais Mhm. souvent dans des grands groupes. Donc, et moi, il y a quelque chose d'intéressant à le faire en grand groupe, c'est que ça vient tout de suite mettre tout le monde sur le même, sur le même pied d'égalité sur qu'est-ce qu'ils ont entendu. Parce que, tu sais, souvent, quand on fait nos formations individuelles, puis c'est utile individuellement d'avoir le modèle temps blanc parce que tu peux toi-même faire preuve d'un leadership personnel sur ton temps. Mais c'est dur de le faire au travail si les autres n'ont pas entendu la même chose que toi. C'est dur de se faire le porte-parole de ça aussi. Fait que nous, on arrive dans les organisations, puis on fait le rôle de porte-parole. Ça vient de l'extérieur, ça passe bien. Je te dirais que y a personne qui... C'est le gros bon sens. OK? Quand on fait cette conférence-là, tout le monde hoche la tête, puis tout le monde fait ah, c'est le gros bon sens. Puis après ça, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de partager qu'est-ce qu'ils font. Parce que c'est très inégal. Tu vas avoir souvent des personnes, tout dépendant de leur personnalité, mais aussi de leur niveau de maturité, ça veut dire quel âge ils ont, puis ça fait combien de temps qu'ils travaillent, là. Donc, tu vas avoir des personnes plus âgées, en guillemets, qui vont dire, ben voyons donc, moi, j'ai tout le temps mis je suis non disponible sur ma porte, je m'organise, je gère mon temps, tu sais, puis qui sont déjà dans une posture de leadership et qui ne peuvent pas comprendre que certains n'ont pas ce leadership-là sur leur temps. Puis là, moi, je dis toujours, ben, donnez vos bons trucs. Si vous vous donnez cette permission-là, aidez les autres à se la donner. Parce qu'il y a plein de monde qui n'ose pas se donner cette permission-là. Parce que la société, la culture, telle qu'ils ont été conditionnés, c'est comme si qu'ils n'avaient pas le droit. Mhm. Alors, si vous vous donnez le droit, ben montrez aux autres à faire de même. Partez à 1 heure de centre le soir et dire hey, reste pas, là, ça donne rien. Toi aussi, tu as le droit d'aller te reposer. Tu sais, il y a comme une culture. On dit que ce que tout le monde, la culture, c'est ce que tout le monde fait parce que tout le monde le fait. Donc, il y a comme un mimétisme social autour de ça. D'une part, fait que ce qu'on voit, c'est une genre de mise à niveau tout de suite. C'est presque tout de suite, là, les gens s'écoutent, sont capables de voir quelles permissions certains se donnent, quelles permissions certains se donnent pas. Des enjeux qui sont nommés, les autres vont entendre les mêmes enjeux, vont dire, ah, je suis pas toute seule à vivre ça, je suis pas toute seule. Il y en a qui disent, ah, moi, je suis super sportive, j'en prends plein de temps pour moi pour faire du sport pour ma santé. D'autres qui ne se lèvent pas de leur chaise de la journée. Tu sais, c'est pas égal, là. Donc, et ensuite, on leur dit tout simplement de quel type de temps blanc tu as le plus besoin. Mhm. Parce que c'est pas vrai qu'on a besoin nécessairement des 8 types de temps blanc égaux, là. C'est pas performer notre temps blanc. C'est pas ça le but. Le but, c'est de dire de quoi j'aurais besoin, moi, pour établir mon équilibre. Qu'est-ce qui me ferait du bien? De quel type de temps blanc j'ai le plus besoin? Aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Tu sais, c'est dans notre planification de prendre la peine. Et donc, on les amène à réfléchir sur individuellement, mais aussi dans leur équipe. C'est dans leur petit noyau d'équipe. De quel temps blanc ils auraient le plus de besoin pour travailler mieux, puis pour aller mieux, tu sais, pour leur santé. Et souvent, le groupe va se co-réguler, va identifier des stratégies ensemble, puis ils vont décider de le pratiquer pendant un temps donné. Puis, puis après ça, ben, on revient, disons plus tard, quand on leur reparle, puis souvent, deux choses. Ah oui, temps blanc, c'est resté dans notre imaginaire, on en parle. On en parle encore. Je m'en vais prendre un petit temps blanc, j'ai besoin d'un petit temps blanc. Genre, moi, ce soir, c'est mon temps blanc. Marche temps blanc, est-ce que vous venez avec nous? Tu sais, ça colle. Mais ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi, là, que l'expression qu'on a inventée colle autant. C'est le vocabulaire. Juste ça, c'est un changement de culture quand même. Tu sais, même si les gens le... Parce qu'après ça, l'autre constat, c'est que
ils ont des bonnes intentions, mais la culture, elle est vraiment ancrée. C'est difficile de poursuivre cette pratique-là, de prendre le temps blanc, tu sais, comme régulièrement chaque semaine, de prendre son temps blanc, d'organiser vraiment selon ses besoins. Évidemment, il y a encore des besoins qui sont pas comblés au niveau des différents temps blancs. C'est normal. Je pense pas qu'on puisse être à 100% comblé toujours non plus de toute façon. Mais nous, on dit aux gens, tu peux tomber à côté de ta bicyclette, puis embarquer, puis commencer à rouler, là. Tu sais, ça se peut que dans une période donnée, ça a été chaotique, il y a eu des imprévus, tu étais vraiment occupé, un gros projet à livrer, puis le temps blanc a pris le bord, puis tu étais vraiment travail, travail, travail. Et là, quand c'est fini, là, tu as le droit de revenir là, à tes bonnes habitudes, tu as le droit de revenir à un équilibre, de te reprendre du temps pour toi. Puis même après un gros rush, justement, est-ce que tu en prévois du temps de récupération? Est-ce que tu en prévois du temps pour une petite demi-journée avec toi-même là, pour aller marcher dans la forêt, pour te couper de tout, pour récupérer? Parce que même depuis qu'on roule avec le temps blanc, il y a eu entre autres un ouvrage de Sonia Lupien où est-ce qu'elle explique qu'une bonne façon de gérer le stress et l'attention fragmentée qui mène à l'épuisement, c'est de prendre du temps de recul. Donc, c'est du temps blanc essentiellement. Elle a dit qu'elle va marcher avec son chien 1 heure, puis ça libère son stress. Ben, ça en est, ça, du temps blanc. C'est du temps blanc de reconnaître. C'est le temps blanc dont moi j'avais le plus besoin au début de mon histoire, là. C'était ça. Fait que quand j'ai lu ce livre-là, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est pas moi qui est bizarre, qui est différente des autres. C'est juste mon cerveau qui m'envoie les bons signaux, puis je les ai écoutés, puis je les ai mis en pratique. Ce qui fait que peut-être j'ai pris soin de moi sans m'en rendre compte, dans le fond, tout ce temps-là, alors que je me sentais un peu l'extraterrestre qui n'était pas capable d'embarquer dans le moule de la culture du travail. Et là, Mm. quand j'ai réalisé ça, là, j'étais encore plus motivée à amener ce changement-là dans les organisations. Je me suis dit, tous les humains ont ces besoins-là, c'est universel. C'est un besoin de notre cerveau de récupérer pour mieux, après ça, créer de la valeur. Donc, ce temps-là, quand on l'a pu pendant un certain temps, c'est vraiment important de le reprendre. Il ne faut pas attendre d'être trop fatigué pour prendre ce temps-là pour soi. Il faut que ça devienne une habitude de récupérer chaque jour, de récupérer chaque semaine, faire un temps, tu sais, prendre du temps pour faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Pas juste pour dormir, là. Pas juste pour écouter n'importe quoi à la télé parce qu'on ne sait pas trop. On est juste, notre cerveau est free, puis on ne sait plus quoi faire avec. Tu sais, c'est ça. Fait que, ultimement, c'est démontré que autant à une petite échelle qu'à grande échelle, ça peut faire toute la différence, puis c'est une solution qui est simple, finalement. Oui, oui, puis c'est ça, ça valide, ça incite aux échanges, puis toi-même, de l'entendre, ça t'a validé toi-même là-dedans. Fait que Mhm. c'est déjà ça, oui, puis dans les mots, tu sais, quand on change les mots, on commence déjà à changer la culture. Et puis, là, je vais m'en aller avec la question de clôture, parce qu'on va respecter ton temps. Mais tu rêves à quoi alors? Est-ce que c'est à ça que tu rêves, qu'on s'accorde plus de temps blanc? C'est quoi ton utopie? Ben, en fait, j'aimerais que là où j'en suis, puis tu sais, c'est drôle, ça va vraiment boucler la boucle avec la thématique de ton podcast, parce que le mot de l'année que j'ai choisi pour 2 saisons, c'est ensemble. Hein? Ça, on est vraiment alignés. Clairement. Mais pour moi, c'est clair que la solution, elle ne passe pas que par des solutions individuelles. Je veux dire, si on veut être des humains plus épanouis, plus en santé, avoir une société qui est saine, qui se régénère, qui est florissante, ok, je vais dire comme ça, parce que je pense que moi, ce que je recherche, au bout du compte, mon objectif ultime, c'est un monde qui est florissant, ok? Donc, les gens s'épanouissent, les arbres fleurissent, l'environnement est en santé, les sociétés sont en santé, les familles sont en santé. Si on veut ça, c'est pas juste en disant je vais prendre du temps pour moi qu'on va y arriver. C'est prendre du temps pour soi, c'est vital pour, d'un point de vue individuel, être en santé. Mais une fois qu'on est en santé, puis que nous-mêmes, on est florissant, mais on a le goût de semer, là, comme ce que je te disais au début, on a le goût de s'impliquer, on a le goût de bâtir, on a le goût de partager nos idées, d'appartenir à un groupe plus grand, un quartier, ben, une famille, un quartier, une équipe, peu importe c'est quoi, mais on a le goût de s'allier ensemble pour contribuer, imaginer, puis se partager
le poids aussi de tous ces projets-là parce que de vouloir tout réaliser seul, des fois, c'est un peu être pris dans ce modèle-là de performance, je trouve, tu sais, de s'en mettre beaucoup sur les épaules, alors que quand on partage ces pierres-là qu'on met dans notre sac à dos, je dis ça à mes enfants, je dis, là, on va se partager les roches dans notre sac à dos. Toi, tu as 8 ans, tu peux en prendre deux. Toi, tu as 11 ans, tu peux en prendre trois. Moi, sinon, je croule là, sous un sac à dos. C'est un peu ça dans la société aussi, je trouve, c'est de se partager ça puis d'avancer ensemble. C'est ça qui contribue aussi à l'épanouissement de la société. L'humain a réussi à s'adapter à tout ce qu'il a vécu comme crise et tout ça parce qu'il l'a fait ensemble. Et si notre société est à ce point individualiste, c'est aussi parce que plusieurs sont en mode survie, sont en mode euh, préservation de soi, sont, sont, ils se protègent. Ils ont peur d'exister avec les autres. C'est un autre sujet, mais tu sais, donc il faut revenir, oui, à la santé individuelle, mais dans le but d'avancer ensemble et de construire le monde dans lequel on veut vivre ensemble, à notre échelle, autour de nous. Tu sais, dans le contexte sociopolitique actuel, c'est ce que je disais dans mes écrits avec des saisons cette semaine, je pense que c'est le seul chemin pour pas se laisser abattre par ce qui se passe autour de nous puis être découragé, c'est juste faire un petit pas vers une communauté qui nous fait du bien. Ben, c'est comme ça on va se sentir plus en sécurité aussi, finalement. C'est ce que je dis. C'est un peu mon souhait, mon rêve. Mm. Ben, on va le partager ensemble, ce souhait-là, puis on va rêver ensemble à ça de, j'aime ça l'image de partager nos roches, hein. Partager nos roches. On va se quitter là-dessus. Merci Julie, c'était un super moment et tu vois, là, en parlant avec toi, je me suis sentie dans une communauté. Alors déjà là, merci pour la richesse de ces mots-là. Ben, merci de m'avoir reçu puis de m'avoir permis de partager ce message qui m'habite et très contente d'avoir raisonné avec toi cet après-midi, Sophia. À bientôt. À très bientôt.